C'est une table ronde tellement importante qu'il y a plus de monde, donc c'est bien. Je vais demander à nos invités qui viennent de nous rejoindre leurs sentiments sur il faut mesurer, comment on mesure, il ne faut pas que mesurer, et à la fois comment vous envisagez votre rôle les uns et les autres, soit à Santé publique France, soit au niveau de la responsabilité de la stratégie hospitalière au CHU de Charleroi. Et Mathias Vargon, de toute façon, prendra la parole, on en est sûr. Tenez. Merci, je vais initier si vous le voulez bien. Donc je m'appelle Céline Casariou-Schoenman, moi je suis médecin épidémiologiste à Santé publique France et je suis responsable de l'unité qui développe la base de données nationale des résumés de passage aux urgences qui s'appelle Au Secours, qui fait partie d'un plus vaste système de surveillance qui intègre également des données de SOS médecins et des données de mortalité. Et donc, c'est une base qui a maintenant 14 ans, puisqu'elle est héritée, comme l'a dit, je ne sais plus si c'est Marc ou Hayden, de la canicule, donc de 2003. Elle a été mise en place en 2004. Donc, vous voyez qu'on a 14 ans de données nationales avec une base de données maintenant qui s'apparente effectivement au domaine des big data, avec plusieurs centaines de millions de lignes, dans laquelle nous avons des données individuelles qui comprennent notamment le diagnostic. Donc, c'est une base qui est à votre disposition. Elle est accessible sur demande et on peut faire des extractions pour documenter les projets qui vous intéressent. Donc la mesure, on a l'habitude de la mesure à partir des données d'urgence. On fait ça tous les jours et on restitue des informations toutes les semaines sur le site internet de l'agence. Donc ce qui est important dans la mesure, c'est de construire d'abord des indicateurs qui ont du sens. Et ces indicateurs, pour qu'ils aient du sens, il faut d'abord les travailler avec les professionnels de terrain. C'est-à-dire les travailler avec vous, parce qu'on peut très bien construire des indicateurs qui vont dire le contraire de ce qui est observé dans vos services. Un petit exemple sur la grippe en 2014-2015, où on avait donc des messages des urgentistes qui signalaient des tensions hospitalières très importantes, alors que dans la base de données nationale, on avait une centaine de passages par jour de patients de plus de 65 ans qui avaient la grippe, et on se demandait comment ça pouvait générer de telles tensions. Et donc, en travaillant avec les urgentistes, et je regarde Dominique Brunet qui est dans la salle et qui connaît bien le dispositif, qui nous a aidé à réfléchir là-dessus, on s'est rendu compte qu'en fait, les urgentistes ne codaient pas forcément grippe pour des patients âgés grippés, mais codaient plutôt pneumopathie, décompensation respiratoire, insuffisance respiratoire ou bronchite. Et que si on regardait l'ensemble de ces autres indicateurs, on avait une vraie vision du poids de la pathologie respiratoire aux urgences. Et donc, on n'était pas du tout sur le même niveau d'un indicateur simple grippe. Donc, l'intérêt de travailler avec les professionnels de terrain, il est majeur. La deuxième chose, c'est qu'en travaillant avec les professionnels de terrain, on se rend compte aussi de l'importance d'avoir des données de qualité. Autre petit exemple sur la scarlatine, par exemple. Il y a un an, on nous fait part d'un signal comme quoi on aurait une recrudescence avec une épidémie de scarlatine en France et on nous demande ce qu'il en est au travers des données d'urgence. Donc ce qu'on a vu dans les données d'urgence, c'était qu'effectivement on avait une augmentation. Et comme on connaît bien nos données, on ne se contente pas de ce qu'on observe, on va creuser et investiguer le signal en se rapprochant au plus près avec de nos partenaires régionaux et de nos collègues en CIR qui vont solliciter ensuite revenir vers les établissements pour savoir ce qu'il en est. On s'est rendu compte que ce codage, il était porté quasi exclusivement par un établissement d'Île-de-France qui utilisait le codage scarlatine pour la plupart de ses passages. Et que donc on n'était pas face à une épidémie de scarlatine, mais à une épidémie d'erreur de codage, ce qui a permis de faire corriger et d'obtenir des données de qualité. Donc on peut très bien, si on ne fait pas attention et si on ne redescend pas, si on ne donne pas des messages sur l'importance de la qualité, et c'est vrai que les ORU nous aident beaucoup là-dessus, en lien avec vous, à pouvoir dire tout et n'importe quoi et affirmer une épidémie alors qu'il n'y en a pas. Je vous interromps, mais par exemple, c'est en combien de temps que vous apercevez qu'il y a un petit codage qui... Ça peut se faire dans la journée. En fait, on analyse les données tous les jours sur une cinquantaine d'indicateurs. On cherche des ruptures de tendance pour éventuellement alerter notre direction et ensuite faire part en réunion de sécurité sanitaire le mercredi d'éventuelles alertes. Donc là, c'est nous qui avons été sollicités pour documenter un signal à partir de notre analyse. Et donc ça se fait très vite, sous réserve que les professionnels soient disponibles à ce moment-là pour nous répondre. On fait ça très vite, en quelques heures, on peut avoir des réponses assez rapides. Alors, on avait une augmentation du codage de scarlatine dans les données SOS médecins qui était pour le coup un vrai signal.
puisqu'en revenant vers les professionnels de terrain, on avait effectivement une augmentation de cette pathologie dans la patientèle de SOS Médecins, et on a pu communiquer dans un congrès international l'année dernière sur justement l'intérêt de valider nos signaux avant de pouvoir dire ce qui se passe effectivement. Le troisième point, c'est un peu ce que je disais au départ, c'est de donner des indicateurs qui ont du sens, pas seulement du sens en termes de veille et de surveillance pour l'agence, parce qu'on ne travaille pas pour se faire plaisir. Alors c'est vrai que c'est hyper intéressant de travailler sur vos données, mais on travaille surtout pour produire des indicateurs qui vont vous aider, soit à essayer d'adapter vos organisations, soit, et c'est le plus souvent le cas, d'essayer de simplifier les choses et en tout cas de vous donner des informations suffisamment en amont pour vous préparer à un événement comme une épidémie. Et par exemple, c'est ce qu'on a fait sur ces dernières années sur la surveillance de la grippe, puisque en 2014-2015, donc c'était vraiment la grosse année grippe pour nous, on travaillait avec les données nationales du réseau Sentinelle. On avait des seuils nationaux sur lesquels on avait besoin d'avoir une confirmation de 2 semaines consécutives pour dire ça y est, c'est l'épidémie, alors qu'en région et dans vos établissements, vous y étiez déjà en épidémie depuis parfois plusieurs semaines. Donc cet indicateur n'avait aucun sens pour la décision, pour l'organisation dans les établissements. Et on s'est donc attaché à travailler sur des indicateurs régionalisés avec des seuils et un niveau qu'on a appelé pré-épidémique. Quand on sait que l'épidémie a une forte probabilité de survenir dans la semaine ou les 2 semaines qui viennent, afin que vous puissiez adapter vos organisations à l'afflux des patients qui va arriver dans les semaines suivantes. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur la mesure. Juste un dernier point pour lever un peu une ambiguïté qui pourrait survenir suite à la présentation de Marc. La veille sanitaire, c'est vraiment Santé publique France qui l'assure, et on ne peut le faire que parce que les ORU, enfin vous d'abord dans les structures et les ORU nous transmettent des données de qualité. Mais c'est une mission de l'agence. D'accord, merci. Monsieur Flamand peut-être ou... Non, Mathias, prends pas la parole à tout le monde tout de suite. Non, mais c'est juste, c'est peut-être avant. Ça marche, ouais. Avant d'avoir l'expérience belge, comme c'est quand même des sujets qui sont liés, moi je coordonne l'absence d'ORU en Île-de-France, puisque l'Île-de-France, qui est la région de France qui a le plus d'urgences, environ 4 millions par an, n'a pas d'observatoire régional des urgences. On va pas revenir pourquoi là-dessus, il y a plein de raisons. Simplement, on s'aperçoit qu'on a un problème de qualité des données. Cette qualité des données, elle est liée au fait qu'on n'est pas revenu vers vous et qu'on n'a pas un codage en région qui soit cohérent, qui soit homogène. On travaille avec le Cézanne sur leurs applis, sur les indicateurs, notamment les indicateurs de surcharge des urgences, mais nous n'avons pas non plus une norme commune. Donc il faut réfléchir à ça. Je vous engage chaque année, alors c'est vrai qu'il paraît très tard, mais le rapport d'activité des urgences d'Île-de-France qui est fait par la commission des experts urgences, enfin par le pseudo-ORU d'Île-de-France, on a très peu de retours de votre part sur les datas, notamment vos données, et elles sont quand même décrites. Or, ça nous permettrait de corriger. Alors, c'est pas la même mission que celle de Santé publique France, mais ça permet quand même d'avoir une idée de notre activité. Cette activité, elle n'est pas juste scientifique, elle n'est pas pour être publiée. C'est à partir de cette activité que l'ARS travaille. Or, les données qu'on lui donne, elles sont très incomplètes. Par ailleurs, le troisième cadre de la commission, c'est les indicateurs. Alors, les indicateurs, on peut revenir dessus. La CNAM nous a montré un truc vraiment très intéressant. Bon, il y a les temps de passage dont on sait tous ce qu'ils veulent dire ou pas dire. Et puis, il y a plein d'indicateurs. Les médecins ici le savent. Là, on parlait entre nous, on est des professionnels. Le problème, il n'est pas là. C'est ce que nous a montré la CNAM sur Calgary et tout ça. D'abord, je vous fais remarquer qu'à 7h du matin, ils ont quand même 3 heures d'attente à Calgary. Aucun de nos services n'a 3 heures d'attente, j'espère, à 7h du matin. Donc, on n'est pas forcément les plus mauvais. Et ces indicateurs-là sont des indicateurs vers le public. Il y a les représentants de Ramsay Général de Santé ici. Et eux ont, sur la plupart de leurs sites Internet, et peut-être qu'ils pourront nous l'expliquer, le temps avant le premier contact avec un soignant. Donc, ça veut derrière, je ne sais pas ce que ça veut dire, est-ce que c'est l'IOA ou est-ce que c'est le médecin, mais en tout cas, on répand vers ça. Il y a l'AP qui avait aussi un sujet là-dessus, qui était le temps d'attente. Et il va falloir réfléchir à ça,
Parce qu'on parle, et les chiffres de la CNAM l'ont montré, de consumérisme médical, clairement, hein. Vous ne l'avez pas dit, mais c'était écrit. Si on se met à développer ça, et de toute façon ça se développera, soit parce que c'est une volonté comme Ramsay, comme la paix, soit parce que les patients, les groupes d'utilisateurs le feront eux-mêmes, mais c'est des indicateurs qui vont nous échapper. Et donc il va falloir réfléchir à ça. Et pour ce qui est des relations avec l'INVS, moi je trouve ça très bien. Sauf que voilà, le problème c'est qu'ils nous préviennent et en général c'est déjà déclenché. Et puis eux ne peuvent observer que ce qui est observable. Et en gros, bah, ils cherchent les clés sous le réverbère, quoi. Parce que c'est de notre faute, hein. C'est nous qui éclairons ça. L'histoire de la scarlatine, c'est clair. Moi, quand j'étais à Vicenne il y a longtemps, tout ce qu'on n'arrivait pas à coder, parce que le codage et le logiciel ne sont pas faits pour ça, ne sont pas faits pour une surveillance, ce qu'on n'arrivait pas à coder, on mettait lèpre. Ouais, sauf qu'on était à Vicenne et qu'un jour, on a vraiment eu une lèpre. Et donc, elle était plus on ne pouvait plus la distinguer de tous les autres diagnostics qui voulaient juste dire on ne sait pas. Donc c'est vraiment notre responsabilité, urgentiste, mais aussi représentant des établissements, de rendre ce codage beaucoup plus cohérent, beaucoup plus normé, de façon à ce qu'il soit plus utilisable, et par le Cézanne, et par l'INVS, et par peut-être un jour l'ORU. Alors, Monsieur Flamand, comment on peut mettre en cohérence, parce que je vous aide un peu, parce que je vous avais dit qu'il prenait la parole longtemps, comment on met en cohérence, parce qu'on ressent qu'il est nécessaire d'avoir quand même une mesure d'activité, on va dire, admise, avec des indicateurs. Le mieux, ce serait qu'ils soient parfaits, mais ils ne sont pas toujours parfaits, mais au moins qu'ils soient remplissables par l'ensemble et qu'il y ait une exhaustivité des données. Et comment on met en cohérence? Alors on voit un peu, il y a un peu d'épidémiologie avec des chiffres qu'on transmet. Il y a une organisation qui permet d'aider un peu la région, parce qu'il faut les partager, ces chiffres. Et puis, quelque part, je trouve que vous n'avez pas énormément évoqué le fait que moi, individuellement, quand je travaille, ça m'intéresse, et parfois je ne le sais pas forcément, mais ça m'intéresse de voir que ce que je fais, c'est pas si mal. Et ça me semble aussi quelque chose qui est important. C'est pas juste pour pouvoir faire remonter des chiffres et faire des listes parfois infinies, parfois gigantesques, dans lesquelles on a du mal à aller voir c'est quoi qu'il faut aller voir. C'est aussi ça qui est dommage, c'est-à-dire c'est important pour moi, pour ma pratique professionnelle, de mesurer ce que je fais. Voilà, je vous écoute. Oui, je vais répondre à votre question, mais je vais d'abord être un tout petit peu digressif, si vous le permettez. D'abord, je remercie... Disruptif, même si vous... Disruptif, alors si vous préférez. Je remercie l'ARS d'avoir invité non pas un Belge, mais deux Belges. Vous avez fait fort, là. C'est la première chose. Cela dit, je suis quand même un peu français et urgentiste, que j'étais d'abord urgentiste en 95. Je suis vraiment disruptif, là. En 95, j'étais urgentiste dans le Lot. Et les problématiques qu'on a évoquées ici durant toute la journée, une génération après, 25 ans plus tard, je les redécouvre avec quelques améliorations, c'est vrai. Notamment, quand j'étais jeune urgentiste, je travaillais 60 heures d'affilée, 48 heures de garde et 12 heures de régulation. C'était horrible. Bon. Mais c'est vrai, heureusement qu'on est jeune, mais maintenant on trouve que 24 heures, c'est trop. Et c'est vrai, je suis devenu après anesthésiste réanimateur, j'ai encore travaillé en France, et pour revenir à la canicule de 2003, j'étais à Bichat à ce moment-là en anesthésie réanimation, et donc il faisait très chaud, effectivement. Et c'était pas prévu à cette époque-là. Bon. Alors, vous êtes à Vicenne. On parle des indicateurs, des chiffres, on mesure, on compare et puis on s'améliore, on analyse, on s'améliore. Oui, mais qui regarde? C'est aussi un regard qu'on doit avoir croisé. Alors, de nouveau, je vous fais part de mon expérience. Moi, je suis tout jeune
enfin je suis vieux, ça vous l'avez compris, mais je suis tout jeune aussi parce que je suis depuis 15 jours seulement directeur général de la stratégie hospitalière. Alors c'est quoi? Parce que je pense que ça n'existe pas, un titre directeur général de stratégie hospitalière en France. C'est directeur général médical, mais c'est plus que ça parce que c'est tous les soins de l'hôpital. Et donc pourquoi avoir donné un titre de directeur général? C'est pour être sur le pied d'égalité du directeur général gestionnaire. Chez nous en Belgique, nous n'avons pas d'école, enfin nous avons une école de santé, plusieurs écoles, trois écoles francophones de santé publique, mais nous n'avons pas d'école qui forme directement des directeurs d'hôpitaux. Ce sont surtout, il y a des juristes, il y a des économistes, il y a des médecins. Alors est-ce qu'un directeur général médecin peut bien gérer un hôpital? Je vais vous répondre non. Un directeur général, c'est pas son médecin en tout cas, c'est pas son métier de bien gérer un hôpital avec les chiffres, c'est aussi une entreprise, mais c'est soigner des gens. Et de ces indicateurs, il faut un regard croisé, un regard différent et qu'on puisse échanger. Donc ça a tout du sens d'avoir un binôme qui est gestionnaire pur et un autre dans le binôme qui est médecin. Et donc ça donne une grande richesse. Maintenant, pour répondre plus exactement à vos questions, on sait qu'en Belgique, mais ça le professeur Tis pourra me répondre, vous répondre mieux, on a des grandes databases. Je sais, mais elles ne sont pas encore exploitées de manière officielle, qu'il y a des databases sur chaque spécialiste, enfin chaque spécialité dans chaque hôpital et sur chaque médecin pour les morbidités et les mortalités. Donc c'est parfois explosif. Les chiffres ne sont pas connus de tous, je pense, et ne sont pas accessibles sauf à certaines personnes. Mais on sait que quand on sera jugé et nous allons être bientôt évalués au niveau des performances dans les hôpitaux, il y aura une part de notre budget qui sera allouée en fonction de certains critères et ces critères-là arriveront. Donc oui, les chiffres vont être de plus en plus importants. Alors, je vais encore être là disruptif. Je tenais aussi à remercier le docteur Tis d'avoir dit que je venais d'un hôpital frère, parce que nous venons d'hôpitaux dans la même métropole wallonne, qui est une ville historique de charbonnage et d'acier. Nous étions des hôpitaux d'obédience différentes, une d'obédience confessionnelle et moi d'hôpital public, et nous sommes des concurrents initialement. Et nous travaillons sur un même territoire. Nous n'avons pas encore, comme vous, passé le cap des GHT, groupes hospitaliers de territoire. Nous allons le faire en Belgique. Ça va être fait je l'espère, pouvoir mélanger les hôpitaux différents, que ce soit les hôpitaux privés ou les hôpitaux publics. Et la cohérence, c'est sur un territoire. Donc là, moi, je rejoins la France. Et pour vous dire aussi à quel point on rejoint la France, ce n'est pas tout à fait des indicateurs, mais on est dans des processus, on est dans le management et on est dans les chiffres. Le CHU de Charleroi a choisi l'HAS comme entreprise de certification, comme organisme certificateur. On est le premier hôpital en dehors de France et de Monaco, puisque Monaco l'est également. Je pense que le grand hôpital de Charleroi a, lui, par contre, choisi l'ACI, donc les Canadiens. C'est ça? On pourra comparer à ce moment-là, mais bon, voilà. Merci. Je rajoute quelque chose au propos de Mathias. Ça marche ? Je rajoute un petit mot au propos de Mathias, où il a raison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas rien en Île-de-France. Il n'y a pas un truc qui s'appelle ORU, c'est exact, mais il n'y a pas rien, c'est-à-dire il y a quand même un historique qui remonte parfois à plus de 10 ans d'analyse exhaustif d'un certain nombre d'activités dans certains domaines, dans certaines thématiques, et qui, bon an, mal an, sont quand même extrêmement intéressantes à analyser, qui sont analysées en partenariat régulier entre, disons, la partie médicale et la partie, on va dire, institutionnelle, quoi. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Donc peut-être une question pour Marc Noizet, c'est-à-dire on ne vient pas de rien, quoi. C'est-à-dire on a déjà fait des choses, mais on n'a pas effectivement, je dirais, identifié un mode de fonctionnement. On a des fonctionnements qui ne sont pas très loin, on a des résultats qui ressemblent. C'est quoi le fait que quand on passe le pas et qu'on identifie effectivement
un ensemble de gens qui travaillent ensemble dans une structure de type observatoire d'urgence, ça te semble quand même nécessaire, parce que la formalisation, des fois, aide à la création et quelque part au progrès. Alors, je suis un petit peu en difficulté pour répondre à la question, parce que je ne connais pas suffisamment bien ce que vous faites. Alors, j'ai vu le rapport que vous avez publié l'année dernière, que j'ai lu avec attention. Je sais qu'effectivement, vous avez des serveurs qui récupèrent un certain nombre de données et qui les restituent d'ailleurs sur des données de saturation de vos établissements. Je sais que vous avez également des données sur les lits, sur la disponibilité des lits. Donc voilà, vous avez un certain nombre de flux de données qui sont analysés. Alors maintenant, je ne sais pas trop comment vous êtes structuré en Île-de-France pour travailler autour de ces données et les restituer. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que de formaliser une organisation dont on définit des missions très claires et qui soit à la disposition des établissements et des professionnels pour avancer sur la meilleure connaissance, la meilleure description, la meilleure organisation, cette visibilité, cette structuration va forcément booster l'ensemble et la nécessité aussi, Mathias le disait tout à l'heure, des difficultés sur l'exhaustivité, sur la qualité des données. Je veux dire, c'est compliqué de motiver des professionnels sur des choses comme ça. Je veux dire, on a la tête dans le guidon tous les jours, on essaye de soigner nos patients comme on peut avec les moyens dont on dispose, et c'est vrai que quand on arrive sur le codage, c'est la CIM10 en face, voilà. Donc on comprend que des diagnostics soient un petit peu erronés, mais s'il n'y a pas ce retour d'information quotidien, s'il n'y a pas cette capacité à se comparer à l'autre et se rendre compte que finalement l'autre a des données de pilotage, de compréhension de ces organisations et que moi je les ai pas, finalement on n'arrive pas à faire avancer. C'est pour ça que nous on a beaucoup travaillé sur les données de rétro-information directes des établissements et pas macro au niveau de la région, mais vraiment direct auprès des établissements et direct auprès des professionnels, parce que le petit reporting quotidien l'obtient qui veut. Je veux dire, tous ceux qui le veulent peuvent l'obtenir et on le fait évoluer en fonction des demandes de chacun des établissements. Donc je pense que c'est vraiment ça la plus-value demain, d'avoir quelque chose qui soit plus formalisé chez vous et qui porte le nom d'ORU ou pas, on s'en fout ça. C'est la mission qui est importante. C'est aussi de donner la possibilité aux professionnels et aux établissements d'avoir des demandes et de booster ce cercle vertueux. Moi, si je puis me permettre juste de donner un petit retour aussi, j'ai le sentiment que pour arriver à envoyer des chiffres dans une organisation comme la vôtre, il faut d'abord au niveau local faire un apprentissage de l'intérêt des chiffres. C'est un combat quotidien au niveau d'un service de demander aux collègues d'encoder, je veux dire, certaines choses avec une réelle exhaustivité pour ne pas, par exemple, coder un diagnostic, autre diagnostic ou bilan normal, mais d'avoir un vrai codage avec un vrai référentiel de codage. C'est un combat quotidien et on doit saisir ou chercher les opportunités de leur démontrer que c'est intéressant. Et dès qu'il y en a un qui dit tiens, je ne sais pas ce que tu parlais tout à l'heure de est-ce que je fais bien, il suffit qu'il y en ait un qui dit tiens, je m'intéresse aux embolies pulmonaires, toi, tu veux que je sorte les embolies pulmonaires et tiens, oui, c'est intéressant d'avoir quand même codé de manière exhaustive. Et petit à petit, on habitue comme ça le système, à mon avis, à rendre des chiffres encadrés. Nous, on doit coder au retour de chaque mission SMUR. Chaque fois qu'on rentre de mission SMUR, on doit faire un codage qui part à la santé publique. À chaque clôture de dossier aussi. Et au début, c'est compliqué. Et il faut arriver à motiver, parce que pourquoi est-ce que je fais ça alors que j'allais sauver une vie, que je dois parler avec la famille, et en même temps, je dois remplir toutes les cases pour envoyer au ministère. C'est compliqué. Mais petit à petit, on reçoit les rapports, on les partage, et puis voilà. Ouais, il y a quand même quelque chose qui... Donc, je suis d'accord, on a fait du travail, tu as fait du travail, il y a plein de gens qui ont travaillé sur les données des urgences. Je ne remets pas ça du tout en cause, et puis la commission, elle représente beaucoup de gens. Le problème, c'est qu'en Île-de-France, ce qui nous concerne à nous, c'est un problème politique. Quand on a une FEDORU, pas une FEDORU, un ORU qui est constitué avec des urgentistes, qui est reconnu comme une entité qui existe, c'est donc que ça devient un interlocuteur. Pas syndical, pas organisation, mais un interlocuteur qui va représenter les datas. Alors c'est jamais... il y a plein de statisticiens ici, mais c'est jamais complètement épuré, éthéré. On vit dans un univers, mais en tout cas, il y a des datas. On se met d'accord sur ce que c'est que la tension, tout ça. L'absence d'ORU en Île-de-France, qui, je le rappelle encore, c'est la région qui reçoit le plus d'urgences. 4 millions par an. Je ne sais pas combien on a dans ta région, mais 1,5 million. Donc, le fait d'absence, ça permet aussi, et il faut que les établissements, là je ne parle même pas que des urgentistes, les établissements s'en rendent compte, ça permet que les données des établissements
elles ne sont pas sous la main de nos établissements. Elles sont, soit c'est l'ARS, qui a ses propres objectifs, soit c'est le Cézanne qui a ses propres objectifs, mais qui est là pour traiter l'information. Mais ces données-là, actuellement, elles nous échappent. Elles nous échappent, c'est-à-dire qu'on n'a pas de réalité de ces données, on n'a pas un organisme qui dit on a ces données et qui met l'ARS, et moi je travaille avec l'ARS puisque je suis le coordonnateur et c'est une lettre de mission de l'ARS. Mais dans ces cas-là, je dépends de l'ARS. Et on n'a pas un organisme, entre guillemets, plus ou moins indépendant, c'est jamais indépendant, mais qui dépend des fédérations, et qui à un moment peut dire, en Ile-de-France, puisque c'est l'ARS Ile-de-France, hein, en Ile-de-France, il y a de la tension, et quelle est la réponse? Je reviens à ce que je posais ce matin. Quelle est la responsabilité administrative et politique? On en revient toujours là. Ok, nous on va ramener nos données, on va dire qu'on est en tension, quel que soit l'indicateur, on s'en fout. Mais à un moment, le fait de ne pas avoir d'ORU, et il y a des raisons qui sont des raisons internes aux urgentistes, hein, le fait de ne pas avoir d'ORU, mais il y a aussi des raisons qui sont propres à l'Île-de-France. On a des représentants de l'assistance publique ici qui ont longtemps géré le cerveau, mais qui l'ont géré très bien. Hein. Dominique fait partie du Dominique Brunel, qui est là, qui a fait ça, qui a fait le cerveau, et c'est lui et son équipe qui ont géré ça pendant des années. Il faut s'en souvenir. Mais malgré tout, quand on sort de la paix, et certains d'entre nous sont sortis de la paix, ou on les a sortis de la paix, ceux-là, finalement, c'était une gestion qui était très centralisée à PHP, qui ne répondait pas à ces objectifs-là, même si c'était bien fait, et c'est sans arrière-pensée que je dis ça. Et donc, on se retrouve dans une situation, nous, en Ile-de-France, où on n'a pas d'ORU, où, pour l'instant, les projets que j'ai entendus, c'est pas un ORU indépendant, et je ne remets pas en cause les gens qui s'en occupent, hein. C'est pas un ORU indépendant, et ça va nous poser des problèmes. Parce que ça ne sera pas opposable. Alors, un autre élément, mais j'ai bien compris, monsieur Talamadi, que vous n'étiez pas encore directeur général de la CNAM, et néanmoins, vous nous avez amené beaucoup d'éléments. J'ai une interrogation sur les données qui sont à votre disposition, et dans lequel on a un peu du mal. On a discuté en off le fait que ça serait peut-être intéressant de réussir à mettre en communication, en cohérence, ce que nous, on peut avoir, ou ce qu'on devrait pouvoir avoir. Est-ce que vous avez... Quel est votre sentiment? Parce que, est-ce que vous, de votre côté, finalement, vous savez tout, et que vous n'avez pas besoin de nous? Je charge un petit peu le trait. Mais c'est une question qu'on se pose, parce que vous avez des données magnifiques. On a parlé quand même tout au long de cette journée, par exemple, d'un truc qui s'appellerait ville-hôpital, hôpital-ville, on l'appelle comme on veut. Mais globalement, vous avez quand même une identification des éléments. On n'arrive pas à compter l'activité. On compte l'activité en PDSA quand elle passe par nous. Et dès qu'elle passe plus par nous, parce que les cabinets sont ouverts, par exemple, hein, c'est une simplification pour le propos, alors à ce moment-là, on ne sait pas quelle est la partie qui correspondrait, c'est-à-dire avec des actes voisins peut-être. Quel est votre sentiment là-dessus? Est-ce qu'on a une petite chance de travailler ensemble, ou est-ce que finalement vous avez tellement de données que vous en avez déjà pour les 15 ans qui viennent? Alors, d'abord, il y a deux questions. Il y a les données qui existent, et après, les accès et les chaînages qu'on peut faire sur ces données. La base de données qui s'appelle aujourd'hui le SNDS, c'est, je pense, au monde, une des bases les plus larges, puisque, pour faire court, on a toutes les données de remboursement des 66 millions de Français. Après, selon les sujets, en fonction des régimes, régime général, MSA, etc., on a des données qui sont de qualité variable, mais à chaque fois qu'il y a, et c'est un des avantages du paiement à l'acte et de la T2A, c'est qu'on a des données qu'on peut rattacher à des individus avec des remboursements. Dans les systèmes comme par exemple l'Angleterre où on n'a pas ces systèmes-là, on n'a pas les mêmes données. On a la capacité de savoir tout ce qui a été consommé par un assuré. Donc le SNIRAM, en fait, ça n'est que faire remonter et chaîner en anonymisant, je passe sur les détails techniques, hein, les données de remboursement de ville. Donc quand vous allez voir un médecin, je sais que vous êtes allé voir un médecin, je ne sais pas qui vous êtes, hein, je sais que vous êtes la même personne, mais je ne sais pas qui vous êtes. Je sais que vous êtes allé voir un médecin généraliste, je ne sais pas pourquoi.
Je sais que si ce médecin vous a prescrit un médicament et que vous êtes allé vous le faire délivrer chez un pharmacien, je le sais. Je sais de quel médicament il s'agit. Je peux reconstruire la posologie et l'observance. Je ne sais pas pourquoi il a été prescrit. Là, on a un projet. Il y a certains sujets où on aimerait bien savoir, justement. Voilà. Et par ailleurs, après, à l'hôpital, je sais le diagnostic, etc., etc. Donc, on peut reconstruire énormément de choses. C'est pas une base très médicalisée. C'est une base de remboursement. C'est une base administrative. La fonction première des systèmes d'information, c'est de faire en sorte que les gens aient accès aux soins. C'est ça la finalité des systèmes d'information. Et derrière, ça charrie des informations qui ont une valeur médicale lorsqu'on les reconstruit. En fait, c'est un vrai travail de détective parce qu'on va pouvoir chaîner, par exemple, de savoir que quelqu'un qui a une intervention chirurgicale, que le codage ait été bon sur une complication thromboembolique, si derrière, pendant 6 mois, cette personne consomme des anticoagulants, on va pouvoir construire des algorithmes. Et on fait, par exemple, des études de pharmacoépidémiologie. Vous avez tous entendu parler du Mediator, de la dépakine. On fait ça à partir des données de remboursement et on reconstruit les profils de pathologie. Il y a des trous, très clairement. Et par exemple, aux urgences, aujourd'hui, quand une personne passe aux urgences, il y a la facturation d'un forfait ATU. Si cette personne n'est pas hospitalisée, il y a un certain nombre d'actes, tous les actes réalisés aux urgences sont facturés à l'assurance maladie, donc je peux savoir le bilan biologique, etc. Je ne sais pas le résultat des examens. Si cette personne est hospitalisée, ça disparaît au sein d'un GHS. Je sais juste que la personne est rentrée par les urgences, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu et tous les actes, etc. Donc clairement, on a une base de données qui aujourd'hui est très large. On a maintenant les causes de mortalité qui sont chaînées nativement dans la CNS. Par contre, on a un vrai besoin, et ça rejoint un peu la médecine de ville, la médecine générale et les urgences. On ne sait pas les motifs de consultation, et ça, c'est vraiment un trou énorme dans la raquette, parce que autant on peut faire du travail détective, mais il y a un moment où le travail de détective il se heurte à différentes possibilités qu'on ne peut pas résoudre avec les données dont on dispose. Merci infiniment. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui, Dominique? Merci de te rendre jusqu'au micro qui doit marcher. Hein. Oui, ça marche. Oui, non, c'est pas une question, c'est juste parce que Mathias a évoqué le sujet du dispositif régional qui continue encore jusqu'à maintenant et qui avait été mis en place en 2004, et Céline l'avait évoqué aussi. Juste pour apporter des précisions, ce dispositif qui avait été mis en place en 2004, c'est-à-dire après la canicule, et à la demande de l'ARH à l'époque, enfin conjointement avec l'ARH, visait, et ça a toujours été le cas depuis, à une surveillance quotidienne et une analyse des données de ce qui se passait dans les services d'urgence pour un objectif de veille quotidienne qui est transmise à Santé publique France et qui est transmise aussi à l'ARS. Et ça sert à ça. Et ça, pour l'instant, et depuis, pour des réseaux historiques, effectivement, qui ont été évoqués, parce qu'il n'y a pas eu des réseaux d'urgence et différents éléments, on est resté sur cette activité qu'on a continué à faire parce que ça nous semblait indispensable. Qu'en tant que CHU, en plus, ça nous était indispensable pour essayer d'adapter l'offre de soins au plus vite quand on a un certain nombre de situations, et un peu en lien avec la gestion de crise. Donc on a continué à le faire, mais effectivement, pour des raisons de moyens, on est resté uniquement sur cet aspect-là. Voilà, je disais ça juste pour éclairer des gens qui ne sont pas forcément au courant, notamment de la table ronde, sur ces dispositifs. Voilà. Merci de ces précisions, Dominique. Alors, monsieur le directeur de l'offre de soins, je vais vous céder la parole bien volontiers. Avant, je voudrais vous remercier sincèrement. C'est une belle journée et on a réussi enfin à parler de projets, de perspectives au niveau de nos capacités. Souvent, elles sont un peu amputées en raison des urgences du fonctionnement nécessaire, du manque de moyens ponctuels, du manque de ressources, etc. Et on a réussi à prendre une journée pour discuter et mettre en perspective un peu les différents points qui nous semblent importants pour nos projets, je dirais futurs, mais espérons à courte échéance.